On va sortir un peu de la partie apprentissage et parler un peu du plan investissement compétences. Je pense que là, on a un représentant d'entreprise, mais la question, c'est en fait pourquoi avoir supprimé la partie formation pour les plus de 50 salariés et avoir utilisé, en tout cas remobilisé ce fonds-là pour financer le PIC, qui peut être aussi considéré un peu comme inégalitaire vis-à-vis d'une partie des salariés des entreprises du privé. Bon, c'est une vraie question. On a beaucoup réfléchi à ce sujet-là quand on a conçu la loi et on était face à un dilemme financier qui était le suivant. On devait financer de nouveaux dispositifs, et notamment le plan d'investissement dans les compétences. On devait dégager les fonds nécessaires pour accompagner la croissance de l'apprentissage, qui est très forte et qui est encore plus forte que prévu. Tout ça sans augmenter les prélèvements sur les entreprises. Parce que je pense que si on avait augmenté les prélèvements sur les entreprises, les représentants des entreprises auraient été les premiers à dire que c'était une mauvaise réforme. Donc, à coût constant, à prélèvement constant, financer davantage de choses et des politiques stratégiques qui, notamment, ce n'est pas leur seule fonction, mais notamment servent les intérêts des entreprises, notamment sur l'apprentissage. Donc, le choix qu'on a fait, je ne dis pas que c'est un bon choix, je continue à penser que c'est le moins mauvais. Ça a été de supprimer effectivement la mutualisation prévue pour les entreprises de 50 à 300 qui existait dans le système précédent et de façon à pouvoir résoudre la quadrature du cercle que j'ai évoquée. Et je voudrais dire deux choses en complément. La première, c'est que les entreprises ont toujours la possibilité de, quand vraiment il y a des économies d'échelle à faire sur les 50 à 300, de lever une cotisation conventionnelle. Première chose. Deuxième chose, ces entreprises-là sont financièrement massivement bénéficiaires de la réforme de l'apprentissage parce que l'aide à l'embauche est ciblée sur les moins de 250 et on est passé de 4 systèmes d'aide très compliqués à une seule aide sans aucune formalité administrative à réaliser, avec des aides très substantielles en milliers d'euros chaque année. Et ça, c'est fléché sur les PME. Les plus de 250 n'ont plus d'aide, contrairement au système actuel. Donc là, il y a vraiment un bénéfice financier. Et la dernière chose, c'est que dans les autres pays d'Europe, ce système de mutualisation n'existe pas. Et ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le garder en France, mais ça veut dire qu'il y a d'autres manières pour gagner cette bataille des compétences, encore une fois, qu'une organisation par le haut qui est celle de l'État. Définie par l'État dans la loi. Pour les moins de 50, c'est différent. Parce que pour les moins de 50, le choix a été fait, étant donné la faible accès des salariés des moins de 50 à la formation, d'avoir une mutualisation asymétrique, c'est-à-dire d'avoir un paiement de l'ensemble des cotisations par toutes les entreprises, mais sur le plan de formation fléché sur les moins de 50. Et ça vise à corriger l'inégalité d'accès des salariés à la formation en fonction de la taille des entreprises. L'idéal, ça aurait été plutôt de faire un seuil à 100-150. Bon, on n'a pas voulu faire un seuil de plus, mais encore une fois, les entreprises financièrement parlant, cette taille d'entreprise peut se retourner avec l'aide, avec le financement de l'apprentissage et avec un dispositif qui n'a pas décollé encore, mais qui est promis à un bel avenir, avec le dispositif de PROA, qui permet aux entreprises de financer la reconversion de leurs salariés. Les grandes boîtes n'en ont pas tellement besoin, les petites ne le feront pas. Et donc, c'est vraiment les PME et les ETI qui vont être les principales bénéficiaires de ce dispositif de PROA. Donc, d'un strict point de vue financier, c'est aussi une réponse par rapport à cette suppression de la mutualisation sur les 50-300.